Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. Et l'invité ce matin, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La réforme des retraites, l'information judiciaire ouverte sur le fond, Marianne. Et puis cette question surtout, comment rendre la fonction publique de nouveau attractive? On en parle dans un instant, mais d'abord d'un mot rapide, la crise diplomatique entre l'Italie et la France sur une radio concurrente. On le rappelle, Gérald Darmanin a jugé Giorgia Meloni incapable de régler les problèmes migratoires pour lesquels elle a été élue. Vive réaction à Rome. Est-ce qu'on peut parler de faute, d'erreur diplomatique de la part du ministre de l'Intérieur ici? Non, je crois pas. Gérald Darmanin, il a pointé des difficultés qui sont des difficultés réelles. Et chacun qui s'intéresse au sujet migratoire en Europe, au dysfonctionnement parfois du système européen, connaît ces difficultés. Donc je pense que quand on veut régler les problèmes, il faut toujours partir du réel. Après, il faut évidemment travailler avec nos voisins italiens. Vous savez qu'on a un accord de coopération qui est très important, qui est historique. C'est le traité du Quirinale. Je suis extrêmement attaché. Moi-même, je suis d'origine italienne. J'ai des liens extrêmement forts avec l'Italie. Donc, il faut évidemment travailler avec l'Italie. Catherine Colonna va recevoir son homologue. On avance. Et les questions migratoires, elles ne peuvent se traiter efficacement qu'avec de la coopération européenne. Et c'est vraiment ce que la France est bien déterminée à faire. En tout cas, message d'apaisement de votre part, vous qui portez la voix du gouvernement. Tout simplement parce qu'on a besoin, et on ne traitera pas les questions migratoires sans travailler avec nos voisins, et singulièrement avec nos voisins italiens. Bon, Emmanuel Macron, lui, était à Saintes hier pour parler de la réforme du lycée professionnel avec pas mal d'annonces. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, nouvelle coupure de courant, de nouvelles manifestations. Elle est tout de même difficile, la reconquête du terrain, encore aujourd'hui, non ? Moi, je crois pas. Je pense qu'il y a des colères qui peuvent continuer à s'exprimer, peuvent être légitimes. Elle me semble cesser d'être légitime quand on coupe l'électricité dans des établissements publics, quand parfois on coupe l'électricité dans des établissements médicaux, quand on souhaite non pas qu'il y ait un dialogue, même vif, même pour pouvoir exprimer des revendications, mais qu'on souhaite tout simplement couvrir la voie bien souvent de celles et ceux qui ont des questions à poser, qui ont des revendications à exprimer. Ça, c'est évidemment pas la démocratie. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est d'avancer, d'aller au contact des Français qui ont des préoccupations, qui ont des revendications bien légitimes pour faire avancer notre pays. Des Français qui sont encore à 55%, qui souhaitent toujours que les mobilisations se poursuivent contre cette réforme des retraites. C'est pas encore gagné de passer justement à ces 100 jours d'apaisement. Vous savez, cette réforme, on le sait depuis le début, c'est une réforme qui est nécessaire mais qui n'est pas populaire. C'est là où vous allez la traîner longtemps, cette réforme des retraites ? Pas de naïveté sur cette question-là. Je crois intimement, et j'en suis sincèrement convaincu, que pas un gouvernement ne remettra en cause à l'avenir la réforme des retraites que nous avons votée. Parce qu'elle est nécessaire, parce qu'elle est utile pour notre pays, parce qu'elle répond tout simplement à une évolution démographique et un déséquilibre que nous devons régler aujourd'hui si nous ne voulons pas subir beaucoup plus fortement les conséquences plus tard. Mais on n'a pas de naïveté. Oui, on sait que c'est une réforme qui n'était pas populaire dans l'opinion. Les choses vont pas forcément se transformer. Mais je crois que les Français nous attendent pour régler leurs difficultés. Elles sont liées au pouvoir d'achat, elles sont liées à des questions de formation professionnelle, elles sont liées à des questions d'accès au marché du travail. Ça, ce sont les vrais sujets. De la notre responsabilité, c'est de travailler là-dessus. Parlons-en de la question de la réforme du lycée professionnel. Alors, parmi les annonces, notamment hier de la part du président, la gratification des stages, et puis l'idée de renforcer les liens entre lycéens d'un côté et entreprises de l'autre, mais aussi avec les administrations dont vous avez la charge, car les apprentis, ce sont également la fonction publique. Combien d'apprentis d'ailleurs aujourd'hui dans la fonction publique ? 30 000. On a fait une petite révolution dans la fonction publique ces dernières années. Ça n'existait pas, l'apprentissage dans la fonction publique il y a quelques années. Et donc maintenant, dans toutes les administrations, sont 30 000 jeunes apprentis dans la fonction publique. Je veux d'ailleurs faire en sorte qu'on puisse faire de l'apprentissage une vraie voie de pré-recrutement pour les administrations. Aujourd'hui encore, trop souvent, vous avez un contrat d'apprentissage, et puis même quand au bout de 18 mois, on a fait la démonstration de ses capacités, de ses compétences, et que vous avez par exemple une ville qui souhaite vous embaucher, on vous redemande de passer du temps à préparer un concours administratif pour pouvoir être titularisé dans la fonction publique. Moi, j'ai envie de mettre fin à cette disposition pour qu'on puisse vraiment recruter les apprentis à la fin d'un contrat d'apprentissage dès lors qu'il y a une volonté partagée. Mais vous savez, je crois que ce qu'a annoncé le président de la République, c'est majeur pour le lycée professionnel.
ça vient répondre à ce qui est un scandale français, auquel nous n'avons pas le droit de nous habituer. Il y a 1/3 des lycéens qui sont dans les lycées professionnels. Et on s'était habitué à une situation où il y en a moins d'1 sur 2 à la sortie des filières professionnelles qui trouvaient tout simplement un job. Parce qu'on laissait des filières inadaptées à former des jeunes à des métiers qui existaient de moins en moins, sur lesquels il y avait moins de débouchés, et parce qu'au fond, on s'était habitué tranquillement à se dire que c'était une voie qui était parfois considérée comme une voie de garage, vers lesquelles on envoyait des lycéens qui avaient eu des difficultés auparavant dans leur scolarité. Bien, moi je suis très fier de travailler derrière un président de la République qui mène courageusement, parce que cette réforme, elle implique des modifications structurelles de la formation professionnelle, cette petite révolution, parce que si on veut, vous avez mentionné l'apprentissage, arriver à avoir 1 million d'apprentis par an, c'est l'objectif que le président de la République a fixé. C'est ce que font nos voisins allemands. Alors ça passera par cette réforme des lycées professionnels qui est absolument majeur et je dirais historique. Pour ce qui est en tout cas de la partie de la fonction publique, l'objectif c'est quoi en termes quel chiffre? Vous voyez, c'est un excellent exemple parce que on a aujourd'hui dans la fonction publique, je mobilise beaucoup parce que l'attractivité de la fonction publique c'est aujourd'hui mon défi numéro 1. Beaucoup de métiers dans les collectivités par exemple, de mécaniciens, de cuisiniers, de gens qui travaillent dans des espaces verts. Des métiers très divers, oui effectivement. Extrêmement divers, dont on parle pas très souvent, et dont on a besoin justement dans les lycées professionnels. Et donc, avec ma collègue Carole Grandjean, on mène un travail pour qu'on ait une meilleure adéquation avec les jeunes qui sont formés dans les lycées professionnels et les débouchés qu'on peut donner dans la fonction publique. Aujourd'hui, les 2 tuyaux sont au fond assez mal branchés, et c'est à ça qu'il nous faut travailler, parce que l'employeur public, c'est le premier sur la méthode, sur les chiffres, 30 000 aujourd'hui, d'ici la fin du quinquennat, vous mettez je pense qu'on peut un objectif au moins doubler le nombre d'apprentis pour la fonction publique. Ça, c'est sur l'apprentissage. Il y a des apprentis qui viennent des lycées professionnels, des apprentis qui viennent d'autres filières. Je souhaite que, en tous les cas, avec tout le service public de l'emploi, vous savez qu'on va mener une réforme France Travail qui va permettre de beaucoup mieux mutualiser l'info sur les données de ceux qui cherchent un emploi, on puisse faire exister bien davantage encore l'employeur public dans cette politique publique de l'emploi. Pour les stages, ils auront le droit à la même gratification annoncée par Emmanuel Macron que pour le privé. Bien entendu. Ceci en tout cas s'inscrit dans la grande campagne que vous menez depuis hier déjà, ça s'appelle Choisir le service public. Pourquoi une telle opération de communication finalement la fonction publique n'attire plus? C'est pas que de la communication, c'est une mobilisation de chaque instant, de tous les employeurs publics, pour faire connaître les métiers, aller à la rencontre des filières, lycées professionnels, on en parlait à l'instant, simplement dans toutes les écoles du service public ou ailleurs, pour faire savoir qu'il y a plus de 1000 métiers dans la fonction publique. Il n'y a pas un employeur dans le pays qui peut vous proposer des carrières aussi diversifiées, avec autant de métiers. Si vous avez aujourd'hui quelques minutes, allez sur le site choisirleservicepublic.fr. Vous allez trouver 58 000 jobs qui vous sont proposés. Certains... c'est les 58 000 postes vacants. Certains, on peut vous recruter directement au contrat. Et donc, il y a beaucoup de possibilités. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans un monde où on a à relever des grands défis, la transition écologique, la transition numérique, la transition démographique, il n'y a pas de meilleur endroit que la fonction publique pour venir trouver un métier qui a du sens. C'est pour ça que moi, je m'y engage, parce que derrière ces recrutements, sont évidemment notre capacité à bien assurer les services publics. On a tiré les enseignements de ce qui s'est passé aussi dans le dernier quinquennat, les crises qu'on a vécues, la crise sanitaire. Elle a montré qu'il y a besoin de retour de la puissance publique, sur les territoires pour remettre des agents un peu plus derrière les guichets. Donc ça veut dire que la promesse en 2017 d'Emmanuel Macron qui disait, voilà, quand il faisait campagne, de supprimer 120 000 postes, en l'occurrence de fonctionnaires, pour ne pas, je cite, léguer une dette insoutenable à nos enfants, ça c'est fini. Mais c'est le passé, ça. C'est notre capacité à dire qu'on peut aussi bouger, s'adapter à la situation. Moi je crois qu'aujourd'hui, notamment pour des raisons de démographie aussi, on n'en parle absolument jamais dans le débat public, mais parce que beaucoup de fonctionnaires partent à la retraite. Et donc il faut aussi les remplacer et faire arriver des jeunes générations dans la fonction publique. Aujourd'hui, moi, je ne souhaite plus qu'on parle des fonctionnaires pour immédiatement après mettre un chiffre, c'est le nombre d'entre eux qu'il faudrait supprimer. Ça fait des décennies qu'on parle de la fonction publique simplement pour dire combien il faut supprimer de fonctionnaires. Ben, ces débats-là sont derrière nous. Aujourd'hui, les sujets, et quand vous parlez avec des élus, des maires, des élus locaux, des directrices et directeurs d'hôpitaux, tous vous le diront. La question, c'est de pourvoir les emplois. On parle de l'hôpital, réouvrir des lits,
Mais on oublie qu'à chaque fois, quand il faut réouvrir un lit, il faut mettre des bras, des hommes et des femmes. Mais on parle de l'éducation nationale aussi. 1500 postes supprimés à la rentrée prochaine pour beaucoup de Français. C'est difficile à comprendre à ce niveau-là. On parle de mettre des enseignants motivés, bien rémunérés. C'est les engagements du président de la République devant des élèves pour que il y ait, par exemple, moins d'heures d'absence non remplacées. Ça, ce sont les vrais sujets sur lesquels nos concitoyens nous attendent. Alors, on peut adapter les services publics. Parler de l'éducation nationale, sur ce quinquennat, il y aura chaque année 500 000 élèves en moins pour des raisons, là aussi, démographiques. Donc ça veut dire que... Et les syndicats disent de leur côté qu'on n'a pas assez augmenté le nombre d'enseignants au moment du baby-boom, justement, les années 2000. Profiter, et c'est ce que nous faisons, pour qu'il y ait un peu moins d'élèves devant chaque professeur. Et chaque année dans ce quinquennat, c'est ce qui va continuer de se passer. Ça a été le cas dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'élèves devant chaque professeur, le taux d'encadrement va continuer à s'améliorer. Et 58 000 postes vacants, vous en parliez à l'instant. À quelle échéance espérez-vous combler ce déficit? Est-ce qu'on a une idée à peu près déjà? Moi, j'y travaille tous les jours. Je pense que on va pas arriver à un moment où il y aura 0 poste vacant. Et ce serait pas un bon signe d'une certaine façon dans la fonction publique. Mais je crois que chaque jour, on peut engranger des succès. Moi, je vois des employeurs publics qui me disent qu'il y a un vrai intérêt à rejoindre la fonction publique. Vous voyez, hier, on a organisé pour la première fois depuis 2016 ce salon national de l'emploi public. Il y a 4000 personnes qui sont venues à Station F physiquement rencontrer des employeurs. Ça, c'est un bon signal. Et c'est vrai à tous les étages de la fonction publique. On a fait, dans le quinquennat précédent, cette réforme de l'ENA. Je la poursuis aujourd'hui pour mieux former les hauts cadres, les hauts dirigeants de la fonction publique. On nous a dit, si vous réformez l'ENA, vous allez créer une nouvelle école, qui s'appelle l'INSP. Vous allez mettre par terre toute l'attractivité de la fonction publique. Je vais vous donner une information. Il n'y a jamais eu autant de candidats à l'INSP depuis la création de l'ENA. Donc vous voyez, il n'y a pas de fatalisme. On se bat, on répond aux défis. Moi, je crois qu'on va les relever tous ensemble. Ça nous pousse aussi à transformer nos administrations, à les moderniser. C'est ce qu'on est en train de faire à tout point de vue, sur l'organisation du travail, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. On avance. Stanislas Guerini, vous avez annoncé hier vouloir rencontrer les syndicats pour discuter avant l'été des hausses de salaire dans la fonction publique. Est-ce que vous avez eu déjà des retours des syndicats, l'espoir peut-être de renouer ce fameux dialogue social? Ils m'avaient fait connaître leur intention qu'on puisse discuter de ces sujets. On n'a pas encore fixé exactement les modalités. Moi, je souhaite que ça soit le plus rapidement possible. Voilà, je le dis sans ambiguïté. Je crois que la porte est ouverte de votre côté, puis du leur totalement ouverte. Je crois qu'on va réussir à avoir ces concertations, peut-être dans un premier temps en rencontrant chacune des organisations syndicales, pour pouvoir travailler à ces questions qui sont majeures, qui sont, je crois, le cœur des revendications des salariés du privé comme des agents de la fonction publique, de répondre à la question de l'inflation, de répondre à la question du pouvoir d'achat. On a aujourd'hui des mesures qui protègent les Français de l'inflation, mais elles restent quand même élevées, notamment sur les produits alimentaires. Elle vient toucher prioritairement plutôt les basses rémunérations. C'est vrai dans le privé comme c'est vrai dans le public. Moi, c'est ces questions-là que je souhaite mettre sur la table. Et donc ça veut dire, si je vous entends bien, vous parlez plus des bas salaires, donc pas d'indexation générale sur l'inflation. Ça, c'est pas l'idée des discussions, en tout cas. C'est pas votre idée. De modalités pour pouvoir apporter des réponses. On a commencé à le faire sur les indices minimums de traitement, c'est-à-dire les plus bas niveaux de rémunération dans la fonction publique, pour que on puisse le relever en parallèle des relèvements du SMIC. C'était l'évidence, évidemment, de le faire. Mais j'ai toujours été très clair, ça n'était pas pour solde de tout compte. Et donc, on doit continuer à discuter pour, là encore, apporter des solutions. En tout cas, les recrutements, les augmentations, ça coûte de l'argent dans un pays déjà endetté. Combien tout cela va-t-il coûter? Est-ce que c'est déjà chiffré? Est-ce que aussi les finances de la France le permettent aujourd'hui, tout cela? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à transformer pour que nos politiques publiques soient plus efficaces. C'est exactement l'engagement du gouvernement. On va voir ce moment où on va pouvoir revoir politique publique par politique publique quelle est la bonne efficacité, là où on peut faire des économies. Je crois que c'est un engagement qui engage l'ensemble des membres du gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas dans la rémunération des agents publics qu'on doit pouvoir trouver les plus grandes pistes d'économie. Je crois qu'on a, pendant des décennies, il faut se dire la vérité, un peu sous-investi dans la puissance publique, dans
les hommes et les femmes qui font tenir nos services publics. Et moi, mon enjeu numéro 1, c'est d'apporter des réponses à la question du pouvoir d'achat, de revoir aussi, j'ai lancé ce travail pour remettre à plat, au fond, la façon dont on rémunère les fonctionnaires dans notre pays. J'ai indiqué, sans aucun tabou, que je souhaitais qu'on récompense mieux l'engagement, la performance, le mérite. Tout ça, ce ne sont pas des gros mots dans ma bouche. Donc je crois que c'est sur ces deux jambes-là qu'il faut pouvoir avancer. Et Stanislas Guerini, dernière question. Quand on parle d'argent public, on pense forcément à l'argent public pour le fonds Marianne. Est-ce qu'il a été détourné ou pas? En tout cas, on a appris hier l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet national financier, portant notamment sur des soupçons de détournement de fonds publics par négligence, d'abus de confiance, prise illégale d'intérêt. Vous avez décidé en tout cas d'être plus vigilant dans ce genre de cas, sur la question des subventions notamment? Mais surveiller davantage? Il y a toujours une grande vigilance. Et d'ailleurs, dans le cas que vous êtes en train de mentionner, dès lors qu'il y a eu des soupçons, ce sont les administrations et le gouvernement lui-même qui a décidé d'abord de lancer une procédure judiciaire, c'est l'article 40, et de lancer une procédure interne avec l'inspection générale de l'administration, qui est absolument pas complaisante, qui est indépendante, pour pouvoir justement faire toute la lumière. Donc de nous-mêmes, dès lors qu'il y a des soupçons qui pouvaient être remontés, nous avons décidé de prendre toutes les mesures pour justement qu'il n'y ait aucune complaisance, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. L'attention à ce que chacun des euros publics soit bien dépensé, elle est pleine et entière, je peux vous le garantir. Stanislas Guerini, ministre de la Transformation, de la fonction publique. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous. Allez, 8h34 sur Sud Radio. Restez bien avec nous. Dans quelques instants, hashtag on en parle, la revue de presse avec Maxime Trouleau. Et puis juste après les débats avec vous, 0826 300 300. Quel que soit le sujet que vous souhaitez évoquer à l'antenne, on sera avec Lydia Guirousse et Eric Nolot. À tout de suite sur Sud Radio.